Okay, merci beaucoup. Donc, merci pour votre invitation donc auprès de toute l'organisation de la filière. Donc, effectivement, je travaille au centre de référence des mastocytoses à Necker et je vais vous parler d'anaphylaxie et de mastocytose. Alors, sur la prise en charge en termes aux urgences, au final, vous connaissez ça bien mieux que moi, parce que je les vois rarement, les malades, lors de leur séjour aux urgences. Moi, je les vois surtout après, et puis surtout, notre travail, ça va être de prévenir l'anaphylaxie. Mais il y a quand même des choses majeures à faire aux urgences, notamment pour orienter le diagnostic. Alors, quelques mots en introduction sur le mastocyte et les pathologies mastocytaires. Donc, c'est une cellule immunitaire, le mastocyte, vous le savez aussi bien que moi, donc, de type mononucléé. Cette cellule, elle est caractérisée par deux récepteurs, le récepteur aux IgE, le Fc-epsilon R1, pardon, et le récepteur KIT qui va lier le SCF et qui va être indispensable pour toute l'homéostasie du mastocyte. Le mastocyte, il est caractérisé également par le fait qu'il y ait des granules et dedans avec des médiateurs mastocytaires. Et parmi ces médiateurs, on a l'histamine. Et l'histamine, en fait, ça remonte à très loin, puisque ça remonte à l'eucaryote. On avait déjà les enzymes impliquées dans la production de l'histamine. Le mastocyte, lui, apparaît environ il y a 500 millions d'années chez les prévertébrés. Au final, on le retrouve globalement chez tous les vertébrés, le mastocyte, donc, dont Homo sapiens. Sa localisation chez l'homme, elle est globalement principalement dans les zones d'interaction avec le milieu extérieur. C'est un peu une cellule sentinelle qui va avoir pour rôle de recevoir le signal de danger et le transmettre très rapidement. Donc on va le retrouver notamment dans la peau, dans les muqueuses, l'arbre bronchique, le tube digestif, etc. Mais en final, on le retrouve virtuellement un peu partout et on aura énormément de symptômes dans les pathologies mastocytaires. On reviendra là-dessus. Donc son rôle que l'on va aborder aujourd'hui, c'est le rôle dans l'hypersensibilité immédiate. Elle peut être d'ailleurs d'origine allergique ou pas. Et exactement comme nous disait Monsieur Fin, la plupart du temps, dans l'urticaire, dans l'activation mastocytaire, on n'aura pas forcément de mécanisme allergique qui sera impliqué. Et puis il y a un rôle dans la défense contre les venins qui est a priori, dans la phylogénie majeure, est très important parce qu'on avait beaucoup de contacts avec les venins. Donc c'est pour ça qu'il va s'activer très rapidement. Il va cliver avec certaines protéases des venins, mais on le retrouve dans la pathologie, notamment dans les anaphylaxies sur les venins d'hyménoptères. Et puis il a un rôle immunologique plus général dans les réponses antibactériennes, parasitaires, voire réponse antivirale, et on le retrouve dans de nombreuses pathologies, qu'elles soient d'ailleurs bénignes ou malignes, mais on le retrouve notamment dans les maladies conçues en médecine interne, maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, et donc parfois on a des symptômes d'activation mastocytaire qui accompagnent des maladies systémiques. Deux mots d'ontogénie du mastocyte, donc, parce que ça peut être intéressant pour nous, pour la clinique. L'origine, elle était jusqu'à très récemment que myéloïde, parce qu'on connaît dans l'hématopoïèse un progéniteur commun entre le mastocyte et le basophile. Et au final, il y a les travaux récents qui, un peu comme avec les histiocytes, enfin même quasiment comme les histiocytes, montrent, en tout cas chez la souris, il y a les travaux en cours chez l'homme, que il y a des mastocytes également d'origine embryonnaire, notamment au niveau du sac vitellin, et que ces mastocytes vont être au fur et à mesure de la vie, là ils sont en vert, au fur et à mesure de la vie, ils vont être remplacés par les mastocytes donc rouges d'origine myéloïde. Et en fait, on se pose la question à l'heure actuelle, est-ce que les mastocytoses pédiatriques, notamment néonatales, ne seraient pas des mastocytoses d'origine embryonnaire, donc pas une maladie hématologique, et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi la plupart des enfants avec mastocytose pédiatrique néonatale guérissent spontanément de leur mastocytose, alors que les autres, et notamment les adultes, ne guérissent jamais. Donc comment on active un mastocyte? Donc la voie, on va dire classique, c'est la voie IgE. Donc là, c'est ce qu'on a dans les allergies. Alors à ce que vous voulez, aux immunoptères, au latex, etc., qui va activer avec le Fc-epsilon R1. Et puis il y a des voies qui sont au final beaucoup plus importantes, c'est-à-dire beaucoup plus fréquentes. C'est les voies immunologiques non allergiques. Donc ça peut être des complexes immuns, ça peut être le complément. On peut avoir satellite d'une infection, d'une maladie auto-immune, de l'activation mastocytaire, et puis des mécanismes physiques, un changement de température, de l'activité physique. Et on aura chez les patients parfois de l'activation mastocytaire déclenchée par ces triggers physiques. Qu'est-ce que vont faire donc le mastocyte et le basophile, mais en particulier le mastocyte? Il va libérer tout de suite ces médiateurs préformés, notamment les médiateurs tels que l'histamine, la tryptase, et donc l'histamine encore plus d'ailleurs précocement que la tryptase. Et donc la tryptase, c'est vraiment un marqueur
majeur pour nous, notamment dans le cadre d'une urgence. Le dosage de tryptase nous permet de voir en phase aiguë s'il y a des signes biologiques de dégranulation mastocytaire. Il va relarguer également en quelques heures d'autres types de médiateurs comme les prostaglandines et leucotriènes qui feront l'objet, donc qui peuvent être responsables de manifestations et peuvent faire l'objet d'ailleurs de ciblage thérapeutique et puis plus tardivement des cytokines, des chémokines. Et donc les organes cibles, c'est ce qu'on voit dans l'anaphylaxie au final, c'est les organes cibles, c'est la peau, les muqueuses, donc ce qu'on a dit, l'urticaire superficiel et l'urticaire profond, donc l'angioedème ou les papules, l'atteinte au niveau respiratoire avec notamment le bronchospasme qui fait toute la gravité, et puis les signes digestifs qui peuvent accompagner d'ailleurs l'anaphylaxie avec les diarrhées, etc. Et les signes cardiovasculaires, bien sûr, avec l'hypotension, le collapsus. Donc ça, les signes peuvent être d'ailleurs aigus dans le cadre d'une réaction anaphylactique sévère, mais peuvent être également chroniques et de moindre sévérité, et il faudra les prendre en charge parce que ça peut gréver la qualité de vie des malades. Donc, parmi les pathologies mastocytaires, la principale, ce sont les mastocytoses. Donc, les mastocytoses sont un groupe d'hémopathies rares et excessivement hétérogènes. Rares, peut-être qu'on sous-estime un peu leur prévalence, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Elle est caractérisée de toute façon dans tous les cas par une accumulation de mastocytes anormaux dans la peau et ou dans les organes. Donc on a typiquement la mastocytose, on pensait que c'était une maladie dermatologique, d'ailleurs jusqu'à récemment c'était des maladies plutôt gérées par les dermatologues, c'était que récemment que les hématologues ou les internistes, etc. sont appropriés le sujet. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de mastocytose sans atteinte cutanée. Et c'est tout ce qui fait la difficulté des diagnostics. Et les mastocytoses sans atteinte cutanée sont justement celles qui sont les plus à haut risque de faire de l'anaphylaxie sévère, et notamment au piqûres d'hyménoptère, ce qu'on appelle les mastocytoses médulaires pures. Donc la peau n'est pas un bon signe d'appel pour rechercher une mastocytose devant une anaphylaxie. Donc on distingue les formes indolentes, historiquement on disait que c'était plus de 90% des cas, c'est probablement plutôt plus de 99% des cas. Les formes agressives sont au final très rares, c'est quelques dizaines de cas par an en France. Et on peut avoir une forme indolente associée à une hémopathie maligne ou une forme agressive associée à une hémopathie maligne. Et quand on a une forme agressive associée à une hémopathie maligne, c'est encore, le pronostic il est encore plus grave. Les formes sporadiques sont à plus de 99% des cas. Il y a quelques formes familiales avec des mutations un peu particulières du gène KIT. Et puis il y a un travail d'ailleurs qui a été lauréat de la bourse de Marie sur des formes sporadiques mais au sein d'une même famille, pour lequel on a un financement qui nous permettra de comprendre pourquoi des fois il y a des familles avec 2-3 mastocytoses mais sans transmission mendélienne. Donc, ce point de vue de l'incidence, donc on est dans de la maladie rare, mais on est à peu près sur un peu plus que la leucémie myéloïde chronique et un peu moins que les syndromes myélodysplasiques, donc une prévalence qui est de l'ordre de 1 pour 10 000, enfin estimée de l'ordre de 1 pour 10 000. Sur le point de vue physiopathologique, les mastocytoses sont quasi systématiquement caractérisées par une mutation, et cette mutation elle intéresse le gène KIT. On a vu KIT, c'est ce récepteur qui est impliqué dans l'homéostasie globale, pas simplement au niveau précoce, au niveau de l'hématopoïèse, mais également plus tardivement après sa maturation. Et sur ce gène, en fait, chez les enfants, on aura des mutations qui seront un peu réparties sur tout le gène, au niveau de la protéine, au niveau extracellulaire, juxtamembranaire, et au niveau du domaine du domaine kinase. Et chez l'adulte, c'est quasiment tout le temps la même mutation. C'est la mutation de l'exon 17, la mutation de KIT-D816V, qui est dans le domaine phosphotransférase. Et donc ça va activer des voies de signalisation assez classiques en onco, les voies notamment RAS, les voies PI3K et les voies JAK-STAT, qui peuvent faire l'objet d'ailleurs dans les formes graves de ciblage thérapeutique. Donc, comment on fait un diagnostic de mastocytose ? Au final, quand on a une atteinte cutanée, on va faire une biopsie cutanée, tout simplement. Donc ça nous permet de diagnostiquer l'atteinte cutanée de la mastocytose. Et chez l'adulte, on a quasiment systématiquement des formes systémiques, et donc il faut faire une histologie. Et en premier lieu, l'histologie, c'est quand même une histologie médulaire. On va retrouver des agrégats de mastocytes qui sont multifocales. Et donc ça, c'est vraiment le critère majeur. Ensuite, il y a des critères mineurs. Donc la mutation, elle est présente dans plus de 90% des cas.
Donc c'est un critère mineur, et la tryptase supérieure à 20, au final, ne reste qu'un critère mineur. On verra tout à l'heure que c'est un très mauvais outil pour rechercher une mastocytose devant de l'anaphylaxie, et tout particulièrement aux hyménoptères. Donc la classification, elle distingue 3 grandes formes, mais au final c'est plutôt 2 grandes formes. C'est la forme cutanée, ça c'est l'apanage des enfants. D'accord, et on est très surpris d'ailleurs parce que chez les enfants, c'est surtout de la forme cutanée et pas d'atteinte systémique. Alors, on ne fait pas des myélogrammes et des BOM à tous les bébés, mais chez ceux chez qui il y a eu ces explorations, on ne retrouve pas. Donc, comme si la maladie était vraiment différente entre l'enfant. Alors déjà, la forme néonatale, elle est très différente du reste, mais voilà, même chez l'enfant de 2-3 ans, c'est des atteintes cutanées pures. Alors chez l'adulte, on a quasiment systématiquement des formes systémiques. Donc systémique, ça veut dire une atteinte en dehors de la peau, et tout particulièrement la moelle. Donc les malades, c'est quasiment tout le temps des formes indolentes, systémiques indolentes, avec ou sans atteinte cutanée. Et sans atteinte cutanée, c'est ce qu'on appelle les BMM, c'est ceux qui font plus qui sont le plus à risque d'anaphylaxie. On aura les formes smoldering, c'est simplement des malades qui ont une organomégalie, une tryptase à plus de 200. Les formes associées à une hémopathie maligne, les formes agressives, les leucémies à mastocytes, c'est dans quelques malades. Et les sarcomes à mastocytes sont vraiment, vraiment exceptionnels. Sur le point de vue de la survie globale, donc ça c'était avant l'ère des ITK. On n'a pas trop parlé d'ITK aujourd'hui, parce qu'on parle plus d'anaphylaxie. Mais les formes indolentes ont une espérance de vie qui est normale. C'est-à-dire que même si ça augmente le risque d'anaphylaxie, au final ça n'impacte pas non plus sur toute cette cohorte de malades la survie globale. Tout ça, c'est les formes graves de la maladie, les formes agressives, les formes associées à une hémopathie, et puis ça se trait. C'est cette droite, on dirait, et ce sont les leucémies à mastocytes qui, jusqu'à récemment, avaient un pronostic assez catastrophique. Donc les présentations cliniques, j'ai parlé rapidement, enfin je ne suis pas pédiatre, hein, mais des formes pédiatriques, qu'on travaille en étroite collaboration avec les pédiatres. Donc qui sont des formes assez particulières, quelques formes agressives, mais ça reste exceptionnel. Et puis en fait, donc chez l'adulte, on va distinguer 2 âges. L'âge, merci, le sujet jeune. Le sujet jeune, on n'a quasiment jamais de forme agressive ou associé à une hémopathie. Hein. Chez le sujet jeune, c'est quasiment tout le temps des formes indolentes. Chez le sujet âgé, c'est là où on aura un peu plus de formes agressives, notamment avec l'accumulation de mutations qui sont assez classiques dans les chips ou qu'on retrouve dans les hémopathies myéloïdes qui vont aggraver le phénotype de la mastocytose. Et au niveau de présentation clinique, ces malades adultes jeunes auront plutôt des symptômes d'activation mastocytaire au premier plan, alors que les malades, les sujets âgés avec une forme agressive ou associée à une hémopathie auront plutôt des signes d'infiltration mastocytaire et surtout l'infiltration qui aboutit à la défaillance de l'organe. C'est la définition des formes avancées. Alors, sur point de vue clinique, donc je vous ai dit, on met un peu en compétition un peu ces symptômes d'activation mastocytaire d'un côté et d'infiltration de l'autre. Les signes d'infiltration, donc il y a des infiltrations qui ne sont pas graves, comme l'atteinte cutanée, donc des taches, l'urticaire pigmentaire, avec le signe pathognomonique de Darrier, hein, cette turgescence après stimulation de la lésion. On peut avoir des atteintes osseuses. Lorsque cette atteinte devient grave, avec des lésions ostéolytiques, avec des cytopénies, etc., on parle de formes agressives. Et les autres types de symptômes, c'est ceux-là en fait qui gênent le plus dans la qualité de vie les malades et qui peuvent aboutir d'ailleurs à des complications potentiellement fatales, notamment l'anaphylaxie. Ce sont les signes liés à l'activation, la libération des médiateurs mastocytaires qu'on a vus tout à l'heure. Donc on en a énormément de signes d'activation mastocytaire. Donc c'est des signes au final qui ressemblent à de l'allergie principalement. Et le plus grave, donc, c'est l'œdème de Coinck et le choc anaphylactique. Alors, donc l'anaphylaxie, bon, moi, je ne suis pas allergologue, hein, donc je ne vais pas faire un topo sur l'anaphylaxie, mais c'est globalement une réaction d'hypersensibilité systémique sévère et potentiellement fatale, survenant brutalement suite à l'exposition à un allergène. Donc c'est pas parce que c'est une exposition à un allergène que ça veut dire que c'est d'origine forcément allergique. Il n'y a pas forcément des IgE spécifiques qui sont appliqués, et notamment, nous on a des malades qui font de l'anaphylaxie idiopathique, c'est-à-dire des anaphylaxies, on ne retrouve pas forcément l'allergène, on n'a pas de documentation d'allergie, mais ça peut être potentiellement très grave. Et donc les symptômes, au final, il y a plusieurs types de classifications. Ça, c'était une plus ancienne classification.
avec l'hyménoptère, on utilise plutôt celle de Mueller, mais peu importe. En tout cas, les symptômes, c'est une atteinte systémique avec plusieurs organes, notamment les voies respiratoires, éventuellement le tube digestif, mais ce qui fait la gravité de la maladie, c'est vraiment les voies respiratoires et le collapsus. Alors, pour l'urgentiste, en fait, quand il suspecte en fait une origine mastocytaire et donc une dégranulation dans la symptomatologie du malade qui reçoit aux urgences, eh bien, il faut doser la tryptase. Il ne faut pas doser la tryptase trop précocement dans le premier quart d'heure. Il faut essayer de doser la tryptase en gros entre 1 heure et 4 heures. Et l'idée, ça va être après de redoser la tryptase à distance, à 24 heures ou plus, et faire ce rapport entre le tryptase percritique et le tryptase basal. Et il y a un seuil consensus d'augmentation de tryptase de plus de 20%, plus 2 microgrammes, pour dire que c'est potentiellement lié à une activation, une dégranulation du mastocyte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la tryptase peut être normale dans la tryptase de base et peut être d'ailleurs normale en tryptase percritique. C'est vraiment ce rapport. Si on passe de 3 à 10, eh bien, on a une vraie augmentation significative de la tryptasémie. Probablement aussi parce qu'on a des problèmes dans les normes de la tryptase qui vont probablement être changés. Donc les causes d'anaphylaxie dans la mastocytose, donc le truc le plus typique que l'on connaît, c'est l'hyménoptère, le venin, etc. Mais au final, quand on regarde effectivement, les hyménoptères, c'est ce qui sort en premier, et c'est ce qui fait la gravité également de la maladie, mais on voit également de l'anaphylaxie sur de l'alimentation, sur de l'alcool. D'accord, c'est vraiment typique, celui qui fait la dégranulation sur de l'alcool, sur de l'exercice, parfois sur des changements de position, et puis non identifié. Parfois, le patient me dit je ne sais pas quelle est l'origine. J'ai essayé de regarder, est-ce que c'est quelque chose dans l'air, est-ce que c'est quelque chose que j'aime manger. J'en ai aucune idée. Et ça peut être allergique, mais rarement. Souvent, c'est non allergique en fait, à part pour l'hyménoptère. Et puis parfois, on a des combinaisons, comme s'il y avait un effet seuil. Alors comme disait M. Fin, des fois on a l'impression qu'il y a un effet seuil avec les antihistaminiques, c'est-à-dire on en met un, ça marche pas, deux, voilà, ça marche complètement, ou alors il faut 3 ou 4. Et ben, des fois on a l'impression que dans l'activation, l'anaphylaxie idiopathique sur les mastocytoses, des fois il y a un effet seuil, il faut le stress, l'INS, l'alcool et les 3 combinés vont déclencher l'activation mastocytaire. Alors, si on s'intéresse à la question spécifique des hyménoptères, parce que c'est souvent ce qui fait quand même c'est vraiment les anaphylaxies les plus sévères que l'on voit, eh bien, ça c'est une étude américaine qui montrait que dans la population générale, le risque d'avoir une mastocytose lorsqu'on a le risque d'avoir une allergie aux hyménoptères est 10 fois plus important que lorsque l'on a une mastocytose que lorsqu'on n'en a pas. Donc on a une augmentation du risque d'allergie au venin d'hyménoptère qu'on ne trouve pas trop chez l'enfant, mais principalement chez l'adulte, avec un x15 quand même. Donc voilà, donc il y a un gros warning, hyménoptère, mastocytose, c'est vraiment un warning important. Et ça, ce sont des études plus récentes qui sont intéressantes parce que jusqu'à présent, en fait, on utilisait un score qu'on appelle le score de REMA. Le score de REMA, on se disait, bon, ben voilà, il faut avoir des tryptases très élevées, etc. Bon, des syncopes pour aller screener une mastocytose. Et ça, ce sont des auteurs qui ont plus récemment regardé. Ils ont simplement recherché la mutation KIT D816V dans le sang, même pas dans la moelle. Et on sait d'ailleurs que dans le sang, c'est probablement que ça sous-estime. Dans cette configuration spécifique, on ne sait pas exactement, mais ça sous-estime très probablement d'un facteur 2 les véritables mutations qu'on peut retrouver dans la moelle osseuse. Mais ils ont retrouvé que les patients qui avaient, devant une allergie aux hyménoptères, une réaction anaphylactique aux hyménoptères, eh bien, une tryptase qui était majoritairement normale, en fait, inférieure à 11. Ensuite, ils ont regardé par rapport à la gravité. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que lorsqu'on avait une tryptase qui était élevée, une allergie aux hyménoptères, c'était quasiment tout le temps des anaphylaxies de grade 4 selon Mueller, donc les anaphylaxies très sévères. Et 33% des malades avaient une mastocytose, en tout cas avaient une mutation KIT. Ok, donc tryptase élevée, anaphylaxie égale, de toute façon, screening dans un screening notamment au niveau médulaire. Mais le problème, c'est ça, c'est les tryptases normales, une anaphylaxie avec tryptase normale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des BOM à tous les patients avec allergie aux hyménoptères? Donc ça, c'est une vraie question. Pas de guideline pour le moment. Mais ce que l'on remarque, c'est que les malades, donc c'est en bleu, les mutations KIT,
il y a les 18% de malades ici. Donc ça fait 8% de gens qui sont allergiques, de personnes qui sont allergiques aux hyménoptères qui ont une tryptase normale ont une mastocytose. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, ces mastocytoses, c'est pas chez tout le monde, c'est chez les patients qui ont des réactions de grade 3 ou 4 de Mueller, donc des réactions qui sont très très graves aux hyménoptères. Donc à l'heure actuelle, on peut utiliser le score, donc le score de REMA, on l'utilise plus beaucoup. On peut utiliser le score NICAS, qui au final fait intervenir cette recherche de mutation KIT dans le sang, l'absence d'urticaire dans le score, et puis le fait d'être un homme aussi qui est un facteur de risque. Mais nous, on aurait tendance à dire que, c'est ce qu'on pense, c'est que chez les malades qui ont fait une réaction très grave aux hyménoptères, un grade 4, il faut rechercher une mastocytose, au moins par une recherche de mutation KIT dans le sang. Mais bon, je pense que on est à la disposition et on communique beaucoup avec les allergologues là-dessus. Ensuite, donc le score, je vous disais de NICAS, là c'était un score qui fait intervenir en fait la recherche de mutation KIT dans le sang. Et ça, c'est le score NICAS qui a été développé dans l'anaphylaxie idiopathique. Donc, ils ont pris des patients pour lesquels il n'y avait aucune documentation allergologique. Et ils ont screené les malades, notamment ils ont fait des recherches de mastocytose et de recherche de mutation KIT dans le sang. Qu'est-ce qu'ils sont aperçus? Ils sont aperçus qu'il y avait une personne sur 7 qui était porteur d'une mutation KIT dans l'anaphylaxie idiopathique. Vous avez vu dans l'anaphylaxie aux hyménoptères, il y a 8% avec tryptase normale qui passent sous le radar à l'heure actuelle, qui ont une mastocytose. Et dans l'anaphylaxie idiopathique, on a 1 sur 7. Donc ça veut dire que la proportion de mastocytose, la prévalence de la mastocytose doit être beaucoup plus importante, mais ce sont des mastocytoses sans atteinte cutanée. C'est des mastocytoses au final qu'on arrive à diagnostiquer que sur de l'anaphylaxie ou sur de l'ostéoporose précoce, des mastocytoses médulaires. L'anaphylaxie et anesthésie générale, au final, on n'a quasiment plus de problème lorsque le malade il est diagnostiqué. Il y a eu des recommandations qui ont été faites avec la SFA, Société d'anesthésie réanimation, et on évite surtout certains curares histaminolibérateurs, comme l'atracurium ou l'imivacurium. Et au final, on n'a quasiment plus de problème. Alors, on était un petit peu... à l'époque, on disait les morphiniques, il faut éviter, etc. Au final, on s'est aperçu que parmi les morphiniques, il y en a qui sont mieux tolérés que d'autres, notamment tout ce qui est fentanyl, c'est beaucoup mieux toléré. En tout cas, ça crée moins d'activation mastocytaire. Donc, au-delà de cette mastocytose, on a décrit plus récemment un syndrome qu'on appelle un syndrome d'activation mastocytaire. C'est quoi? C'est simplement des patients qui n'ont que les symptômes, mais chez lesquels on n'arrive pas à diagnostiquer une mastocytose. Et ces malades-là font de l'activation mastocytaire, donc font de l'urticaire chronique profond, mais par définition, quand on a juste une urticaire, on ne rentre pas dans ces cadres syndrome d'activation mastocytaire. Il faut avoir 2 organes touchés par de l'activation mastocytaire, chronique, récidivant, etc. Et une augmentation de la tryptase, normalement par définition, une augmentation de la tryptase lors d'une crise. D'accord ? Donc là, on ne fait pas le diagnostic de mastocytose. Si on élimine la mastocytose, eh bien, on parle à ce moment-là de syndrome d'activation mastocytaire. Et ça, ces malades, ils peuvent avoir des anaphylaxies. Et au final, on a essayé de comprendre un peu les facteurs de risque de cette anaphylaxie, alors que ce soit dans le syndrome d'activation mastocytaire ou bien dans la mastocytose. Et puis, a été décrit, donc maintenant, il y a 5 ans, une entité qui, initialement, on pensait que ce serait un peu anecdotique, qui s'appelle l'hyperalpha-tryptasémie héréditaire. Donc voilà, nature génétique, quelques familles avec des tryptases très élevées, et puis des patients, alors parfois qui ont cette anomalie, qui est en fait une duplication alpha du gène, de la tryptase, de l'alpha-tryptase sur le gène TPSAB1. Simplement, il a 2 copies alpha au lieu de 1. Bon. Et c'est les personnes qui sont porteuses de cette duplication pouvaient être parfaitement asymptomatiques, ont une tryptase qui était là dans la description initiale à 19 microgrammes pour lui, 21 pour lui, 23 pour lui, donc tryptase assez élevée. Et puis donc, pouvaient être parfaitement asymptomatiques et pouvaient avoir des symptômes qui ressemblent aux signes que l'on retrouve dans la mastocytose, des signes d'activation mastocytaire. Et puis au final, on a regardé, donc, les Britanniques ont fait en premier, et puis nous, on l'a fait également. On a regardé, et ça, c'est présent dans 5% de la population générale. Donc, c'est une personne sur 20 a une duplication du gène TPSAB1, au niveau de l'alpha-tryptase. Donc, c'est extrêmement fréquent. En
fait, au final. C'est même pas, donc c'est pas dire que 5% de la population générale qui ont une maladie, mais en tout cas, c'est ce polymorphisme est associé quand même avec des signes, notamment d'activation mastocytaire. On voit que ces personnes qui ont cette hâte, on appelle ça la hâte, ont une tryptase qui en général est au-dessus de 6, et que ceux qui n'ont pas la hâte ont une tryptase en général inférieure à 8. Donc, ce qui veut dire que la norme jusqu'à 11,3, qui est notre standard, est probablement pas une bonne norme, enfin une norme qui prend en compte les gens qui ont la hâte, mais peut-être qu'il faut se dire que les gens qui ont la hâte, comme ça peut être associé à de l'anaphylaxie, il faut peut-être le mettre hors norme. C'est une question, enfin c'est une vraie question qui est posée. Donc voilà, donc en tout cas c'est une pénétrance incomplète, c'est une expressivité variable, voilà, c'est pas une maladie génétique, ça c'est vraiment fondamental parce que parfois certains peuvent l'utiliser comme un marqueur de syndrome d'activation mastocytaire, voire de maladie de SAMA génétique transmissible, et ça faut surtout pas, je pense éthiquement c'est pas acceptable, pas dire à une personne qui va transmettre le SAMA à ses enfants. Donc énormément de symptômes ont été retrouvés, des symptômes classiques, l'intestin irritable, le reflux, un tableau d'hypermobilité, des choses comme ça, et puis les réactions au venin, notamment d'hyménoptères. Et donc il y a des études de prévalence qui ont été effectuées et qui ont montré que effectivement, quand on a un grade 4, donc là c'est la population générale, 5%, quand on a un grade 4 de Muller sur une piqûre d'hyménoptère, eh bien, il y a 4 fois plus de hâte dans cette population-là. Donc, facteur de risque génétique de faire des réactions, sévères aux piqûres d'hyménoptères. Et donc, hyménoptère, et également dans l'anaphylaxie idiopathique. Donc, hâte égale anaphylaxie idiopathique. Pas chez tout le monde, bien sûr, mais facteur de risque, une augmentation. Au niveau mécanistique, donc ce que l'on pense à l'heure actuelle, c'est le fait que les complexes sont un peu particuliers, les complexes de tryptase, forment des hétérotétramères de tryptase avec alpha, bêta, et qui va activer par 2, qui va faire un tableau de fuite au niveau vasculaire, qui va provoquer le collapsus. Donc lorsque l'on regarde la prévalence de la hâte dans la mastocytose, eh bien, on tombe sur une prévalence qui est, en fonction des séries, entre 15 et 20%. Donc quand on a une mastocytose, on a beaucoup plus de risque d'avoir également la hâte. Et lorsqu'on a hâte et la mastocytose, on fait des anaphylaxies beaucoup plus sévères. Donc un facteur de risque génétique, la mastocytose est un facteur de risque d'anaphylaxie. La mastocytose plus la hâte, ce sont deux facteurs qui, combinés, augmentent véritablement le risque. Donc la prise en charge thérapeutique, elle est très codifiée. Vous la connaissez beaucoup mieux que moi au final en phase aiguë. En plus, il y a le guide, la fiche orphanette urgence qu'on a remis là, récemment à jour. Donc adrénaline, antihistaminique. Là, on peut mettre des corticoïdes dans les réactions vraiment très graves, mais après, on n'utilise pas du tout nous, les corticoïdes dans l'activation mastocytaire en règle générale. Et puis surtout, nous, on utilise les règles, la prévention, en fait, on essaie d'éviter. Et pour éviter les réactions anaphylactiques, pour les venins, on utilise les allergologues utilisent la désensibilisation, et notamment la désensibilisation à vie. D'accord, c'est pas pour des courtes périodes, c'est vraiment à vie. Et au final, quand on regarde l'ensemble des séries, on a quand même une efficacité quand même importante de ces désensibilisations, avec seulement 20% qui refont des réactions systémiques après une nouvelle piqûre. Donc voilà, donc un intérêt majeur à faire une désensibilisation, et donc un intérêt majeur à faire un diagnostic de mastocytose, parce que la désensibilisation, c'est pas le même temps entre une allergie simple et une mastocytose. Donc ça, c'est une question allergologique qui est majeure. Et puis, dans ce cadre-là, au final, on a assez peu de problèmes, parce qu'il faut se refaire piquer par des abeilles, des guêpes, ou des fourmis de feu, ou ce que vous voulez. Mais dans l'anaphylaxie idiopathique, ça peut un peu comme dans l'urticaire d'ailleurs, ça peut récidiver, ça peut être réfractaire aux antihistaminiques. Nous, on utilise antihistaminiques 4 par jour, comme les dermatologues et les allergologues, avec des effets seuil. Des fois, ça ne marche pas à 2 ou 3, et puis c'est à 4 que ça marche. Et donc, on utilise maintenant en routine l'omalizumab, qui est une AMM dans l'asthme et dans l'urticaire chronique, et qui a une efficacité dans le cadre des mastocytoses très importante. Ça, c'était Richard Lemal de Clermont qui avait rapporté ça pour le Cérémast. Et on voit que parmi, donc ça c'est tous les grands groupes d'organes, ça c'est tous les symptômes sur le bas. Tout ce qui est bleu, c'est l'amélioration. Et parmi la plus grande amélioration
chez les malades qui étaient observés, c'était l'anaphylaxie. Donc c'est vraiment le médicament le plus efficace pour prévenir l'anaphylaxie idiopathique à l'heure actuelle en cas de malades réfractaires aux antihistaminiques. Donc comment on traite, nous, à l'heure actuelle? Donc en préventif, hein, le curatif, c'est vous. Le préventif, c'est nous. Enfin, c'est nous globalement, d'ailleurs, avec les allergologues. Eh bien, pour les hyménoptères, des sensibilisations à vie. Parfois, on a des malades, et c'est assez classique, qui font de l'intolérance à la désensibilisation, qui font des réactions quand ils sont désensibilisés. Donc on peut utiliser l'antihistaminique, voire l'omalizumab. Et ça marche très bien pour pouvoir permettre aux malades de continuer à suivre sa désensibilisation. Et puis les mesures de précaution sont impératives, surtout l'adrénaline en fait, au final, qui est le plus important. Donc pareil, avec une éducation thérapeutique à réaliser. Et donc ça, c'est pour les immunothérapeutes. Pour les autres, pour l'idiopathique, eh bien, un traitement antihistaminique jusqu'à 4 par jour. Évitons des facteurs déclenchants si on les trouve. Parfois, c'est compliqué, mais on a souvent des patients qui se retrouvent à réduire leurs alimentations, à plus jamais boire de l'alcool, à éviter vraiment tous les contextes stressants, etc. Mais parfois, ça ne suffit pas, et donc on peut aboutir à utiliser l'omalizumab, voire des traitements cytoréducteurs, hein, des ITK, la cladribine, pour éliminer la mastocytose sous-jacente. Mais dans tous les cas, les mesures de prévention sont indispensables. Donc, dernière diapositive. Donc, en conclusion, donc, ces pathologies mastocytaires sont très hétérogènes, sont peut-être plus fréquentes que l'on ne pense, probablement sous-diagnostiquées dans les contextes très spécifiques d'anaphylaxie. Et donc, voilà, donc ça, c'est à nous aussi de faire des guidelines, je pense, parce que les guidelines européennes, il y a une espèce de consensus, sont, à notre avis, un peu obscurs, pas forcément applicables dans la routine. À nous de faire aussi de la communication, à travailler d'ailleurs avec les allergologues pour mettre en place des algorithmes de comment on screen un malade pour rechercher une mastocytose devant une anaphylaxie, qu'elle soit aux hyménoptères, hein, à tryptase normale, qu'elle soit idiopathique. Voilà, c'est les discussions et donc moi j'ai tendance à prendre le maximum de patients pour me faire une idée aussi, hein, pour screener et pour voilà, on peut détecter comme ça des mastocytoses chez les patients chez qui on s'y attendait pas du tout. Et donc l'anaphylaxie, on peut le retrouver dans toutes ces pathologies mastocytaires. Principalement, on les retrouve dans les formes indolentes et les formes sans atteinte cutanée. Donc c'est le piège. S'il y a l'urticaire pigmentaire, c'est plus simple. En termes thérapeutiques, donc il y a le traitement d'urgence, adrénaline, etc., corticoïdes. Et puis le traitement préventif qui est au final majeur. Hein. Notre objectif, c'est quand même qu'il ne refasse plus de réaction anaphylactique. Voilà, je vous remercie à tous et merci à Marie.